Cet épisode s'ouvre avec la saga romanesque Alma, une trilogie magistrale de Timothée de Fontbelle sur l'esclavage et le combat pour l'abolition, publiée aux éditions Gallimard Jeunesse. Nous vous en dirons plus à la fin de l'épisode. La littérature serait-elle devenue un hobby bling pour nouveaux riches au même titre que le jet ski et l'évasion fiscale? Votre bibliothèque, par exemple, Oui. elle dit quelque chose de vous, cette bibliothèque, Karl Lagerfeld. On ne le sait pas forcément, c'est une bibliothèque énorme. D'ailleurs, un jour, je ne saurais plus quoi en faire tellement elle est énorme. Mais c'est la chose que j'aime le plus au monde. Moi, je ne peux pas avoir un tableau au monde parce qu'il n'y a pas un millimètre de mur où il n'y a pas un livre. Le livre devient-il le nouvel accessoire du luxe ? Rendez-vous littéraire Chanel, expo de livres haut de gamme au Bon Marché, à Saint-Laurent-Babylone ou chez Rupture, de Paris à Tanger en passant par Marseille, est-ce une lubie, un mariage improbable ou l'alliance durable entre deux mondes qui s'opposent mais s'admirent et s'instruisent ? C'est le sujet d'ouverture de cet épisode. Je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste indépendante et vous écoutez Les Voix du Livre, un podcast conçu en partenariat avec les éditions Duno. Chaque mois, je vous embarque chez Livre Hebdo pour entendre le bruit que ça fait quand les pages du magazine du livre se mettent à parler. Au sommaire, en deuxième partie, direction Dijon pour rencontrer Clémence, fondatrice de la librairie La Fleur qui pousse à l'intérieur. Elle nous présentera Audrey, jeune libraire en herbe qui y plante ses premières graines de libraire. À la fin de l'épisode, les journalistes de Livre Hebdo se réunissent autour de livres qui reflètent les tendances fortes de la saison. Avant cela, Sean Rose nous raconte les coulisses de son enquête sur les liens discrets, voire secrets, entre le luxe et l'édition. Les voix du livre en ouverture. Ça fait longtemps qu'on a essayé de mener cette enquête à Livre Hebdo. Le luxe est un monde très difficile d'accès parce qu'il faut savoir que le vrai luxe est discret. C'est ce qui définit le luxe, c'est le contraire de l'ostentation. Mais bon, on a réussi à le faire et donc voilà, on fait cette enquête et on va se demander pourquoi le luxe continue-t-il, de façon croissante, à s'accrocher à l'édition, alors que c'est un marché pas très rentable, comme ça, a priori. Il y a bien sûr le capital symbolique, dont parle Bourdieu, qui a toujours beaucoup plu au monde du luxe. En fait, le capital symbolique, c'est ce capital qui n'est pas sonnant et trébuchant, mais qui est le prestige qui s'attache à la culture, par exemple, à l'édition, au livre. Alors, ce capital symbolique a toujours plu au luxe. Les marques comme Céline ont fait appel à John Didion pour une campagne en 2015. Dior Homme en 2022 ont pris comme égérie Jack Kerouac. Ce qui est peut-être nouveau, c'est que certaines personnalités du luxe affirment une volonté vraiment de défendre le livre lui-même, son contenu, et de le placer au cœur de leur démarche. C'est le cas de la librairie C'est Elle, ouverte par Karl Lagerfeld, qui fréquentait beaucoup l'ancienne Une, 6 boulevard Saint-Germain. Au moment de fonder sa librairie, Karl Lagerfeld donne le là, évidemment, c'est tous ses goûts, mais il fait travailler des libraires qui sont de vrais libraires. Donc je suis allé demander à Vincent Pointé, qui est l'un des libraires qui a été recruté de l'ancienne Une par Karl Lagerfeld pour la librairie C'est Elle, ce qu'était un vrai libraire. Il est aussi l'auteur du Corps des libraires, publié aux éditions de la bibliothèque. Toi, comment s'effectuent tes choix ? Non, les choix n'ont pas changé. Parce que, à mon sens, la condition sine qua non, pour qu'une librairie soit intellectuellement acceptable, c'est que les libraires soient libres chez eux, du choix. C'est la clé de voûte du métier. Dans le cadre de la ligne éditoriale fixée avec Karl Lagerfeld, l'idée c'est d'avoir des livres que nous aimons, que nous voulons défendre. La ligne éditoriale, elle est là, point. Alors, c'est également le cas d'Alexandre Sapp, alors une figure plutôt atypique dans le milieu culturel de la librairie, parce que c'est un ancien publicitaire, il est producteur de musique, il est fou de livres d'art, il fonde en fait un nouveau réseau de librairies qui s'appelle Rupture. Lui, il a voulu une librairie hybride. En fait, il a voulu mélanger le concept store Colette où on trouvait des disques, des beaux livres et bien sûr du luxe. Il y avait beaucoup de marques de luxe et la chaîne américaine Barnes & Noble qui était au bord de la faillite avant de se réinventer comme lieu de sociabilité. Alors, il s'était installé à Paris au début, rue du Verbois, et il s'est installé maintenant dans le pourtour méditerranéen. Donc, il a repris la librairie des colonnes qui était la fameuse librairie de Tanger de Pierre Berger
et d'Yves Saint-Laurent. Il s'est installé à Marseille, à la Cité Radieuse, le bâtiment emblématique de Le Corbusier, et à Venise, où il y a la Biennale d'art, la Biennale de Venise. Donc en fait, il a voulu mélanger art, luxe et livre. Alors moi, je lui ai demandé, en fait, si c'était pas un peu risqué. Aujourd'hui, le livre est en crise. Et je lui ai demandé si ce choix d'ouvrir des librairies n'était pas un peu casse-gueule. Alors pour moi, c'est pas casse-gueule, c'est la base de tout. Ce qui intéresse Alexandre Sapp, c'est vraiment le contenu du livre. Ce qu'il veut, c'est des livres qui ont du fond. En fait, ils sont porteurs de valeur, et c'est ce que le luxe cherche. Surtout, Alexandre Sapp a toujours considéré que le livre méritait de beaux lieux, c'est-à-dire un écrin luxueux pour mettre en valeur le verbe. Si tu lis la Bible, dans l'évangile de Jean, le début, en fait, c'est « au commencement était le verbe ». Pour lui, le livre est très mal mené. Je ne cache pas que cette discussion nous a menés assez loin. On est parti vraiment dans des délires philosophiques et spirituels. Si tu regardes le luxe, en fait, tout est basé sur le geste, et donc sur la parole créatrice. Et en fait, pourquoi le luxe s'accapare aussi, donc, le verbe et le livre ? C'est parce qu'en fait, il faut un lien entre le geste et la parole. Bien sûr, le luxe peut s'intéresser bien sûr à la réflexion, à la philosophie, à l'histoire de l'art, à l'art contemporain. C'est sincère de la part de certaines personnalités du luxe. Mais ça n'empêche, certains éditeurs ou éditrices se méfient un peu de ce milieu. Ils ont peur des pressions, ils refusent en fait ce mélange pour eux pas très très sain et parfois contradictoire. Alors, on a interrogé Vidya Narine, qui est fondatrice d'une revue qui s'appelle Sève. Avant de fonder cette revue, Vidya a travaillé dans le milieu de la mode pour des marques comme Kenzo, Paco Rabanne. Donc, on aurait pu croire que c'était tout naturel pour elle d'aller chercher des annonceurs du côté du luxe, mais elle a refusé ce soutien. Alors, je lui ai demandé pourquoi. Très vite, j'ai décidé que Sève serait un espace sans publicité. D'abord parce que je conçois la revue comme une exposition de textes et d'images, et que l'image d'une publicité en parasite le sens. Et puis j'ai justement créé cette revue pour répondre aux défauts d'imagination qui nous prend quand il faut imaginer le futur. Souvent dans la fiction, on se projette dans une catastrophe ou bien dans la surenchère du système néolibéral en cours. Et pour moi, Sève, c'est un ensemble de possibles, donc jusque dans son modèle économique. Alors elle fonctionne uniquement par précommande, et chaque contributrice est rémunérée. Et ça, c'était vraiment les deux piliers de la revue. Et puis, c'est aussi une responsabilité par rapport aux lectrices. Leur argent sert à produire une revue, à rémunérer des autrices, et pas par un biais détourné à participer au capital culturel d'une marque. Et donc, pour moi, c'était impensable d'introduire dans Sève le modèle du luxe, même à petite échelle, qui est un modèle qui crée et entretient des inégalités, et qui, à long terme, aggrave le changement climatique en cours, et qui est un modèle auquel je ne crois pas pour le futur. Donc, j'ai privilégié la créativité et la liberté, de l'aspect éditorial jusque dans le fonctionnement économique de Sève. Vidya Narine n'est pas la seule à s'opposer aux valeurs du luxe et de la création littéraire. La méfiance vis-à-vis du milieu du luxe est toujours très présente dans le milieu de l'édition. Mais d'après d'autres témoins, des vrais acteurs de l'édition, qui n'ont pas toujours accepté de s'exprimer au micro, le luxe peut aider et laisser la liberté pleine et entière aux éditeurs. C'est le cas d'Arléa qui appartient à LVMH. Alors c'est très discret, on ne le sait pas. Dans ce cas-là, le luxe joue vraiment un vrai rôle de mécène. C'est-à-dire un vrai mécène, c'est pas un sponsor, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui donne de l'argent sans contrepartie. C'est aussi le cas du festival Paris des femmes, désormais soutenu par la Maison Dior. On a interrogé Sylvia Mine qui co-dirige le festival et nous explique que ce soutien a été une sollicitation de la part de Dior, et de nouveau, sans qu'on leur demande rien en échange, donc pas de contrepartie, elle était tout à fait libre de faire son festival. La rencontre du festival Paris des femmes avec Dior s'est faite assez naturellement, puisque déjà on avait une affinité d'intention de ligne éditoriale. Vous savez, Dior, il y a la créatrice Maria Grazia Chiuri, qui est vraiment très très sensible à la création au féminin, voire à la création féministe et à ce sujet de la visibilité des femmes dans la création. Donc, ce qui est très joli dans cette rencontre, c'est qu'ils viennent vraiment en soutien, mais dans le sens d'un merveilleux accompagnement. C'est-à-dire, en aucun cas, ils vont intervenir sur notre programmation, sur l'ADN du festival, sur son organisation. Ils sont vraiment venus vers nous
en nous disant mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Alors, verdict, la liberté éditoriale peut être préservée dans ces collaborations entre le luxe et l'édition. C'est d'ailleurs très fréquent. En ce qui concerne les valeurs, en fait, il y a la montée d'une nouvelle génération de personnalités dans la littérature, mais aussi dans le luxe, des gens qui sont concernés par des valeurs qui sont actuelles, écologiques, éthiques, d'égalité. C'est le cas de Lola Riquel, qui a fondé la marque Pompon, qui vend en fait en petite quantité, qui respecte vraiment des critères environnementaux, et puis qui adore la littérature et qui met des livres dans sa boutique et organise des événements littéraires. Lola Riquel est la petite fille de Sonia Riquel. Elle poursuit la tradition de luxe de sa grand-mère, en même temps qu'elle apporte cette nouveauté et ce nouveau regard qui est typique de sa génération. Je pense qu'aujourd'hui, nous, les nouvelles générations, on définit le luxe d'une manière complètement différente. Et c'est pas que avoir une Rolex au poignet pour montrer à quelle catégorie sociale t'appartiens, mais c'est aussi le savoir-faire et le temps que ça a pris. Et moi, c'est comme ça que j'imagine mes vêtements, et c'est pour ça que pour moi, l'extérieur est aussi important que l'intérieur. Et quand je dis l'intérieur, c'est la façon dont c'est fabriqué, le temps que ça a pris, le choix des tissus. Si les gens étaient heureuses quand elles l'ont fabriqué, je suis plus dans une recherche de sens que d'apparence. C'est un peu le même concept que quand tu découvres un livre. En fait, tu peux pas te balader à une terrasse d'un café et montrer une couverture de livre comme si tu faisais genre, tu la lis, tu lis le truc. C'est en fait un livre, ça se découvre, ça se savoure, ça se comprend, ça prend du temps. Et c'est peut-être pour ça que je tiens tellement à mettre en avant les livres qui m'ont plu, qui me plaisent, qui m'ont touché et marqué dans la boutique, parce que je sais en fait que c'est d'être attaché à un objet, de conférer de la valeur à un objet spécial en fait. Et je pense que la beauté prend du temps. Là où en fait le livre et le luxe, le vrai luxe, se rejoignent, c'est dans l'idée du temps. C'est vraiment avoir du temps pour soi, du temps pour s'élever, du temps pour la culture et pour la beauté. Cette enquête, que j'ai co-réalisée pour ce podcast, donne lieu à la grande page Phénomène, signée Sean Rose et intitulée « Le livre, la face discrète du luxe », à retrouver dans le numéro de mai de Livre Hebdo. Les voix du livre. En chemin. Nous sommes le 29 mars 2024 à Dijon, ville de culture et de gastronomie. Et j'ai rendez-vous avec une chercheuse enseignante dans le domaine. Elle s'appelle Clémentine Hugol-Gential. Elle est dijonnaise d'adoption. Elle connaît très bien la ville depuis 10 ans. Et elle nous fait découvrir sa librairie préférée. Bonjour Clémentine. Bonjour Lorraine. Où est-ce qu'on est et où est-ce que tu nous emmènes ? Alors, on est à l'entrée de la rue du Bourg, donc à l'entrée du centre-ville de Dijon et de son côté historique. Et je vous emmène à la librairie La Fleur qui pousse. C'est une petite librairie indépendante avec une sélection toujours au poil, beaucoup d'ouvrages féministes, mais pas que. Et vraiment beaucoup de coups de cœur qu'on partage généralement avec les libraires ici. On y va. Bonjour. Bonjour. Bonjour, enchantée. Enchantée. Alors moi, le rayon que je préfère, c'est celui du fond, qui est une étagère où il y a généralement une petite sélection d'essais féministes, avec généralement des nouveautés, mais aussi on y trouve des livres qui sont plus des institutions. On a les Bell Hooks par exemple, là je vois devant nous, et je trouve que voilà, à chaque fois c'est une très belle sélection. Et tu t'y connais dans le sujet puisque tu co-présides une association qui s'appelle Elle à Dijon. Ouais, c'est une association qui va avoir 5 ans, donc on l'a créée en mai 2019 avec l'idée qu'aujourd'hui les femmes n'étaient pas assez visibles dans le matrimoine dijonnais. On a une visite de la ville de Dijon par le prisme du matrimoine. On organise au moins un événement par mois. Donc des événements variés. Et notamment ici à la librairie Une fleur qui pousse à l'intérieur, tu as organisé des box féministes. C'est ça, on avait organisé une sélection de box féministes sur différentes thématiques. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à interagir avec Clémence. Madame, je veux bien appeler un cadeau. Oui, je vais vous faire ça.
Donc cette box féministe, qu'est-ce que c'était exactement, Clémence? Alors nous, les box surprises, c'est quelque chose qu'on faisait depuis le début de l'ouverture de la librairie. Comme on avait quand on était petite avec les pochettes surprises dans les boulangeries, on avait des bonbons, des petits serpentins, des choses comme ça. C'est l'effet vraiment surprise et de sortir les gens de leur zone de confort. Et du coup, je pense que c'est de ça que tu t'es inspirée, Clémentine, pour nous proposer une box féministe. Oui, voilà, l'idée c'était un petit livre, de la papeterie, du thé et pour un montant de 20 €. Donc l'idée aussi c'était l'accessibilité de ces box-là. Alors Clémence, est-ce qu'on peut revenir au début, au moment de la création de cette librairie? Alors moi, j'ai ouvert cette librairie avec mon compagnon Julien il y a maintenant presque 8 ans. Donc moi, j'avais 25 ans. Je sortais presque tout juste d'études. J'avais jamais travaillé vraiment en librairie. J'avais fait quelques stages. On est parti un peu bille en tête avec Julien, avec une idée précise de ce que nous, on aimait comme librairie, parce qu'on était des gros flâneurs et flâneuses en librairie. On y passait beaucoup de temps. On s'est lancé sans aucune expérience. On a fait ça vraiment à la débrouille, quoi, sans argent non plus. Et ça a fonctionné. Je pense que c'était un peu notre culot et notre jeunesse. Aujourd'hui, je ferais pas du tout les choses de la même manière, mais les clients ont tout de suite été au rendez-vous. On a fait une inauguration, il y avait la queue dehors jusque dans la rue d'à côté. C'était assez impressionnant. C'était super. Les grandes difficultés qu'on a eu à affronter depuis l'ouverture de la librairie, elles se sont toutes révélées finalement positives. Donc la première, ça a été effectivement la création du salon de thé. On avait créé un espace vraiment détente, avec peu de place. Il y avait 6 ou 7 places où on pouvait s'installer. C'est là où on voit qu'on n'était pas du métier, c'est qu'on ne se rendait pas compte, je pense, de la charge de travail d'un libraire. Et que servir en plus de ça du thé, des chocolats chauds et du café, c'était énorme. On est en train de faire la réception, de conseiller quelqu'un, et quelqu'un vient nous commander un café, faut tout interrompre, on n'arrivait à rien, il fallait qu'on soit 2 en permanence tout le temps, on était épuisés, je pense qu'on bossait 70 heures par semaine. Le Covid est arrivé, on n'a plus le droit de servir du thé, et on a fait... Donc ça, c'était un peu l'excuse pour nous, le Covid, pour enlever le salon de thé. En même temps, on n'a plus le droit pendant quelques mois. On a rajouté plus de livres, donc là, le rayon art s'est développé. On a mis plus de BD. Inavouable du Covid. C'est exactement ça. La seconde, je dirais que ça a été pour nous, au bout de 3 ans de création, avec Julien, on n'y arrivait plus tous les deux et on a dû embaucher. Ça, c'est aussi l'année Covid qui nous a fait voir les choses en grand, parce qu'il y a... Comme dans beaucoup de librairies, je pense, le chiffre d'affaires a augmenté d'un coup. Donc nous, on ne pouvait plus suivre. Donc on a embauché encore quelqu'un derrière, qui n'est plus là aujourd'hui, mais que Audrey remplace. Bonjour Audrey. Bonjour. Audrey, c'est ta première expérience de libraire ici à la librairie Une fleur qui pousse à l'intérieur? En fait, c'est ma première expérience professionnelle en tant que salariée. En fait, je suis arrivée à Dijon un peu... je connaissais vraiment personne ici, hormis mon copain, mais bref, c'était un peu improbable d'arriver ici. Pour moi, il n'y a que cette librairie qui ressemble en fait à la librairie à laquelle je rêve en fait, et rentrer dans cette librairie pour moi c'était un peu un objectif, ouais. Et pourquoi Dijon alors, si t'étais pas du tout de Dijon? Première raison, je dirais la librairie, mais Clémence me dirait première raison, c'est ton copain, mais en fait mon copain a fait sa première année d'études à Dijon, et quand je venais le voir, je passais obligatoirement tous les samedis à la librairie, et j'étais vraiment très très fan de ce lieu. Et quand est arrivée l'opportunité pour moi de postuler pour un apprentissage, je me suis dit, il n'y a que là que je peux postuler, quoi. Et que j'ai vraiment fait que ça. Je n'ai pas postulé à Paris, je n'ai pas postulé ailleurs. Et donc, comment ça se passe, Verdict? Verdict, c'est vraiment génial. Je suis passionnée par ce métier, et je pense que c'est travailler la fleur qui me rend encore plus passionnée par les livres. Après, l'idée, moi, j'ai toujours rêvé d'ouvrir ma librairie, et je pense qu'un jour, elle existera. Ou je ne sais pas. Quand même un peu plus loin, je pense que ce serait sympa pour la fleur. Pas le faire au bout de la rue. Merci Audrey. Pour ce podcast, Livre Hebdo a conçu, en partenariat avec les éditions Duno, un temps de formation au métier de libraire. Les éditions Duno éditent sous les marques Duno et Armand Collin des livres à destination des professionnels, des étudiants et du grand public pour rendre le savoir accessible au plus grand nombre. Je suis toujours avec Clémence qui va partager avec nous une nouvelle pratique, un nouvel outil qui permet d'accéder aux factures dématérialisées. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça te facilite la vie, Clémence? Oui, alors moi, mon comptable m'a toujours parlé de ce qu'il appelle l'effet Amazon. C'est-à-dire que les clients, quand ils commandent des livres, les veulent immédiatement parce que, voilà, donc maintenant on a cette pression, cette concurrence d'essayer d'avoir le livre le plus rapidement possible. Donc on commande presque les livres, parfois au cas par cas. On a des cartons où il y a 2-3 livres et dans chacun de ces cartons, une facture. Donc on a un nombre par mois
incalculable de factures. Je ne vais pas dire de bêtises, mais ça se compte vraiment par centaines presque, ce qui est un travail de fourmi pour nous et pour nos comptables. Là, Dilicom, qui est donc le service de facturation et de commande, propose un nouveau service qui s'appelle Dilifac et qui permet aux libraires d'accéder directement à la facturation dématérialisée. C'est-à-dire que plutôt que de recevoir une facture par colis, on va en recevoir une par fournisseur, par mois, directement dans notre logiciel de gestion. L'autre avantage de cette dématérialisation, en plus d'avoir un aspect comptable, c'est de pouvoir rapprocher les factures de ce qu'on en reçoit. C'est-à-dire d'être sûr que l'on paye ce qu'on a vraiment reçu à la librairie. L'erreur est humaine, mais des fois, l'erreur des distributeurs, il y en a beaucoup. Et on s'en rend pas forcément compte si on pointe pas carton par carton, facture par facture. Là, ça nous permet de le faire. Comme on réceptionne les livres en les rentrant un à un dans le logiciel, si à un moment quelque chose nous est facturé alors qu'on ne l'a pas réceptionné, on peut le voir tout de suite. Je pense que ce sont des erreurs tout à fait humaines des distributeurs. Ils ont un flux énorme à gérer. Mais c'est vrai que là, moi, ça fait 2 mois qu'on utilise ça et j'ai déjà repéré pas mal d'erreurs. Mis bout à bout, ça fait un petit montant, je pense, à la fin de l'année quand même. Donc je pense que le temps de travail du comptable va être diminué et on espère les factures avec. Merci aux éditions Duno de nous avoir permis de rendre le savoir professionnel accessible au plus grand nombre. Clémence, Audrey, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la librairie La Fleur qui pousse à l'intérieur pour les années qui viennent et vous souhaiter à vous Si vous avez même un rêve vous voulez pas le dire. En fait, on a 10 rêves par semaine. Oui. On est un peu une machine à projet avec Audrey, nous deux réunis, c'est-à-dire qu'on a toujours des projets de cycle de rencontres, on prend un sujet, on tire sur le fil, on a envie d'inviter 10 auteurs qui correspondent. Audrey a eu la semaine dernière, et du coup on n'endort plus de la nuit chacune, l'idée d'un festival sur l'architecture et l'architecture politique. Ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est que la librairie reste aussi dynamique, que ce lieu reste un lieu de vie et de joie. Merci Audrey, merci Clémence, merci Clémentine. Vous êtes amenés à vous revoir et à créer de belles choses ensemble à La Fleur qui pousse à l'intérieur. Merci à toutes les 3. Merci. Les voix du livre en haut de la pile. C'est la 3e partie de ce podcast, la rubrique en haut de la pile. Je suis avec la clique critique de Livre Hebdo qui nous parle de ses coups de cœur littéraires et à travers eux des tendances fortes de la saison. Marie Fouquet et Pauline Gabinari, avant de vous écouter, parole au chef Jacques Brunstein pour la spécialité du chef, le chiffre du mois. Bonjour, alors le chiffre que j'ai choisi c'est 265,6 millions d'euros. Ça correspond à la valeur du marché belge en 2022, en léger recul de moins 3%. Alors, j'aurais aussi pu vous parler, par exemple, de 667,8 millions de dollars canadiens. Ça, c'est la valeur du marché québécois. Pourquoi je vous donne ces chiffres ? Parce que dans le numéro précédent de Livre Hebdo, nous avions parlé du marché suisse. Dans celui qui arrive là, nous parlons du marché belge. Nous avons fait un hors-série sur la littérature québécoise et le marché québécois à l'occasion du Festival du Livre de Paris. Et je crois que c'est un de nos buts et quelque chose qu'on doit faire à Livre Hebdo, mieux faire connaître les différentes parties du marché du livre francophone, puisqu'il y a de plus en plus d'échanges, notamment par exemple les éditeurs québécois de plus en plus exportent leurs livres en France. Et tout ça est un peu aussi l'occasion d'annoncer que le 5 octobre prochain, il y aura à Villers-Cotterêts, à la Cité de la langue française, le sommet international de la francophonie avec presque 100 pays qui sont réunis. Et je crois que c'est intéressant de comprendre que notre industrie, le livre français, c'est aussi tout un ensemble francophone et que la force de la francophonie, on va dire, c'est aussi ce qui fait la force du livre français. Merci Jacques. Marie, tu nous parles d'un livre sous embargo à l'heure où on enregistre ce podcast. Tu as eu un accès privilégié, n'est-ce pas ? Oui, on est quelques critiques à l'avoir eu en réalité. Il sort demain, donc le 12 avril. Et il s'agit du livre de Alain Damasio. Donc Alain Damasio, quand il sort un livre, ça peut être très rare. Il a mis 10 ans entre l'heure du contrevent et Les Furtifs. C'est un événement. Là, il s'agit effectivement d'un recueil de chroniques et d'une nouvelle qui s'appelle Vallée du Silicium. C'est des chroniques qui ont été écrites à l'occasion de
d'une résidence qu'il a faite avec la Villa Albertine à San Francisco et en fait où il s'est plongé au cœur de la Silicon Valley comme ça. Il décrit le paysage, l'architecture, les technologies déployées dans cette Silicon Valley et dénonce un univers intégralement clos qui fait semblant d'être ouvert. Là, je le cite. Seulement, en fait, et c'est la particularité d'Alain Damasio, c'est qu'il s'en tient pas à la seule critique. Il alterne entre des moments d'espoir, d'effroi, d'enthousiasme et de lassitude et il propose, comme il le faisait déjà en fait aussi dans Les Furtifs, des outils pour tracer des chemins alternatifs. Il pose notamment la question de qu'est-ce que pourrait être une technologie positive qui envisage la construction d'un avenir commun. Donc finalement, en proposant des alternatives, Alain Damasio vise une science-fiction de l'utopie et ça c'est un mouvement, une tendance qu'on observe aussi dans le paysage de la science-fiction contemporaine, c'est de rompre un peu avec la tradition dystopique de la science-fiction et d'essayer en fait de tracer justement des nouveaux horizons. Et ouais, donc dans cette visée aussi justement plus positive, je vais vous lire un extrait d'une des chroniques de Damasio où il explique mon hypothèse est la suivante. Ce qui manque selon moi au deux bouts du spectre, de la psychotique en chaise roulante jusqu'à Elon Musk, sociopathe d'extraction supérieure, en passant par les salariés d'une vingtaine d'années à 15 000 $ par mois, en passant par vous et moi, qui n'en faisons pas lourd, au mieux, que nous indigner en caressant distraitement la vitre de notre smartphone. Ce qui manque, c'est le lien. Ce qui est rigolo ce qui est particulier dans ce texte-là, c'est qu'on retrouve l'oralité aussi de Damasio tel qu'on peut le croiser sur des plateaux de lundi matin ou que sais-je, voilà. Et on retrouve cette espèce de verve aussi à la fois énervé et en même temps enthousiaste, quoi. Pauline, je te vois sourire. Oui, non, mais moi je me demandais un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Tu me dis cette dystopie utopique, non, c'est ça ? Ouais. Et du coup, je me demandais un peu qu'est-ce qui est positif du coup dans ce bouquin, parce que l'extrait que tu nous as lu, il est un peu triste. Ouais. En gros, si tu veux, c'est juste qu'il ramène toujours l'humain et tu vois l'interaction sociale aussi au cœur des choses. C'est lié aussi au militantisme. On sait qu'Alain Damasio a quand même développé une forme de militantisme. Et sur cette volonté d'aller vers l'utopie, il y avait eu un super texte qui s'appelle Utopie radicale d'Alice Karabédian au Seuil, qui est sorti maintenant il y a 2 ans, qui rejoint un peu toutes ces thématiques-là et qui veut justement faire de la SF aussi une boîte à outils pour un meilleur monde possible. J'ai lu que, en fait, les Américains appelaient ce nouveau genre, si tant est que ce soit un genre, le hope punk, hope donc espoir, par opposition au cyberpunk, au streampunk et tous ces punks qui étaient assez négatifs. Il y aurait donc maintenant un hope punk qui irait vers l'avenir, mais c'est de l'anglais, donc nous ne le redirions pas. Et je crois que la maison d'édition Volt a aussi ce principe-là, c'est le principe de la volution, je crois, les voltés. Ouais, les voltés, la contraste avec les révoltés. Bah oui, ce qui est intéressant aussi avec cette publication, c'est qu'elle est publiée au Seuil, alors qu'habituellement, Damasio est publié chez La Volt, et d'ailleurs, en fait, La Volt s'est créée autour du premier roman de Damasio, qui est La Zone du Dehors. Il y a 20 ans. Voilà. Et dans La Zone du Dehors, justement, il y a cette question de La Volt, et en fait, c'est emprunt de ce premier texte-là. Vallée du Silicium, merci Marie, ça paraît au Seuil, donc c'est sorti le 12 avril 2024. Pauline, tu es venue avec 2 livres qui ont un point commun. Oui, alors je suis venue avec 2 petites pépites. La première est sortie le mois dernier. Il s'agit d'un long portrait sur la chanteuse Amy Winehouse, écrit par le journaliste Sofiane Fanen. Un bon miroir un petit peu plus franc que le biopic sorti au cinéma le mois dernier. Pour l'autre ouvrage, rien à voir, on part sur une sorte de recueil de nouvelles. Le livre s'appelle La fermière tuée par sa vache et autres faits divers. Et c'est écrit par Christophe Boltanski. Alors bon, vu le titre, je vous laisse imaginer un petit peu la teneur du bouquin. On part sur des histoires truculentes inspirées de faits divers. Bon, et alors vous me direz, qu'est-ce qui peut lier l'une des plus grandes légendes de la soul et l'univers bovin ? Eh ben, en fait, pas grand-chose. Par contre, ce que l'on peut déceler dans ces 2 sorties rapprochées, c'est un symptôme ou plutôt une tendance devenue pratique éditoriale et qui en 2 ans s'est ancrée dans les catalogues des grandes comme des petites maisons. Il s'agit tout simplement de la coédition entre revues et éditeurs. Et là, je vous parle pas de rachat de droits, mais bien de 50-50. Effectivement, je ne vous l'avais pas dit pour garder le suspense et parce que je suis une excellente storytelleuse, mais le livre sur Amy Winehouse provient d'une enquête réalisée par le média en ligne Les Jours et celui de Christophe Boltanski est une compilation d'articles publiés dans Zadig. Ce sera le premier livre d'ailleurs d'une collaboration entre les éditions Autrement et le magazine Zadig. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça permet par exemple à une petite maison comme Novice, celui qui publie le bouquin sur Amy Winehouse, de capter la force de frappe d'un média tout en signant des grands auteurs à son catalogue. On retrouve aussi ici la notion d'agilité éditoriale et bien sûr
ce qui n'est pas moindre, de réduction des risques financiers. Et c'est là-dessus que je voulais finir, parce que moi, en fait, ça me rend hyper enthousiaste, cette union des forces. Donc continuons, s'il vous plaît, à nous réunir pour donner une seconde vie à ces longues enquêtes qui souvent sont vraiment très très bonnes en plus, et faisons de cette mise au collectif une force éditoriale. Ce qui est frappant finalement, c'est que comme l'actualité va de plus en plus vite, on sent qu'il y a un espace qui pouvait sembler un peu démodé, qui est celui des revues. Et ben non, en fait, on a besoin de ce temps plus lent et le livre ne peut qu'en profiter. Donc, comme Pauline, tu te réjouis. La fermière tuée par sa vache de Christophe Boltanski, donc premier livre de la collection Zadig Autrement, paraît le 15 mai et Amis pour la vie, Amis A-M-Y, de Sofiane Fanen, c'est publié par Les Jours et les éditions Novice. Merci Pauline. Jacques, à ton tour, tu nous parles d'un primo-romancier. Oui, un primio-romancier qui s'appelle Stéphane Bailly, qui a écrit Parfois l'homme aux éditions du Tripode et qui a reçu le prix RTBF La Première du premier roman. Et ce livre m'a intéressé parce que c'est un peu l'occasion de faire un petit coup de chapeau au Tripode. D'abord, le livre en lui-même, les fans de Pérec, ça leur rappellera, je me souviens, c'est un homme qui raconte tout ce qui lui arrive dans sa vie et tout ce qui nous arrive à tous. Je suis conscient en disant ça que en étant un homme blanc d'une 50aine d'années, je me suis peut-être plus reconnu dans ce qui arrive à tout le monde chez Stéphane Bailly que une jeune femme. Enfin bon, bref, vous m'avez compris. Mais il n'empêche qu'il y a un côté universel extrêmement touchant dans ce premier roman. Et alors, ce premier roman a la particularité d'être le 3e premier roman publié par le Tripode à recevoir le prix RTBF La Première après Dimitri Rochon-Bory en 2021 et Mario Alonso en 2022. En 2023, pas de prix RTBF La Première, mais bon, quand même, le Tripode a reçu le prix du livre inter pour Attaquer la Terre et les Soleils de Mathieu Bellesi. Donc visiblement, les livres du Tripode plaisent au jury de lecteurs. Et pour finir sur le Tripode, je signale également que sortira ce mois-ci Goliarda, une biographie ou plutôt des souvenirs sur Goliarda Sapienza, l'auteur de L'Art de la Joie, écrit par Angelo Pellegrino qui était son compagnon. Et j'aime bien pour conclure reprendre ce que m'a dit Sébastien Bailly pour expliquer pourquoi il a envoyé son livre au Tripode. Le Tripode a la particularité de ne pas avoir de collection, donc je pouvais leur envoyer quelque chose qui ne ressemblait à rien d'autre. Je trouve que c'est une belle définition de ce que peut être un éditeur indépendant. Marie, tu as lu le Goliarda Sapienza qui va sortir ? Pas encore, mais ça m'intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, le Tripode, effectivement, célèbre le centenaire de Sapienza au mois de mai. Et voilà, c'est ce que je trouve aussi intéressant dans cette maison, c'est qu'à la fois, il y a d'excellentes plumes contemporaines, ils arrivent à dégoter des vraies voix littéraires d'aujourd'hui, et qu'en même temps, ils réhabilitent un certain nombre de textes fondateurs importants qui nous seraient peut-être passés à côté, plus méconnus ou plus anciens, morts. Voilà, ils arrivent à faire connaître des textes oubliés du passé. Le Tripode, donc, qui publie Sébastien Bailly, Parfois l'homme, c'est sorti en février 2024. Merci Jacques. Alors de mon côté, je vous parle d'un livre qui n'est pas une partie de plaisir, je vous préviens. C'est un roman d'horreur qui possède une force rare, Jour de sang, de Sue Rainsford. C'est aux éditions Les Forges du Vulcain. Sue Rainsford est une romancière irlandaise, critique d'art. On la connaît pour son premier roman Jusque dans la Terre, qui a été très remarqué par la presse internationale. Et Jour de sang s'inscrit dans une tendance étonnante au premier abord, le roman d'horreur féministe. Alors le genre de l'horreur en général a le vent en poupe, mais ce qui explose vraiment en ce moment, c'est quand ce genre acquiert une forte dimension politique et sociale. Alors interprétation, plusieurs personnalités de l'édition interrogées par le Guardian y voient une réaction courante face à l'actualité sombre. En gros, on se dit, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire ? Je pourrais être attaqué par des zombies, des fantômes, ou les crises politiques et sociales pourraient donner lieu à des dévotions collectives, des nouvelles idoles épouvantables. C'est un peu ce qui arrive dans Jour de sang. L'autrice invente l'histoire de deux jumeaux, Anna et Adam, abandonnés tout petits par leur mère. En tout cas, c'est l'une des hypothèses de la disparition de leur mère dont ils n'arrivent pas à se remettre. Ils sont parmi les derniers survivants d'une communauté bizarre qui a encore à sa tête un leader, une sorte de gourou qui s'appelle Kohan. Sous la direction de Kohan, il gère, en tout cas il croit gérer, une forme de pandémie qui se répand sur le monde et qui désagrège doucement les corps et la planète. Et ils essayent de se préparer à un événement imminent dont ils ne savent pas grand-chose, qu'ils appellent la tempête.
quête. Il se livre tous les jours à des rituels qu'on met du temps à comprendre. C'est vraiment un roman qui ressemble à un brouillard dans lequel on chemine lentement et ça fait partie de la prouesse littéraire. L'autrice nous guide tout doucement dans cette atmosphère trouble où on trouve nos repères à mesure que les enfants de l'histoire perdent leurs repères justement puisqu'ils comprennent qu'on leur a menti depuis le tout début de leur vie. Donc c'est vraiment un livre qui explore très finement la façon dont on peut se déprendre d'une emprise politique sur nos consciences, même quand on est un gamin et qu'on veut à tout prix s'accrocher aux histoires qu'on nous raconte. Je vous préviens, si vous vous lancez dans ce livre, il y a des moments très difficiles, éprouvants, embrumés, mais les repères qu'on trouve au fil de la lecture sont presque cathartiques. C'est magistral. Merci à tous les trois. On se retrouve en juin pour de nouvelles cueillettes de saison. À bientôt. Merci. C'était Les Voix du Livre, le podcast mensuel de Livre Hebdo présenté par Lorraine Malka. À la musique, Ferdinand Bayard. Nous terminons cet épisode en vous parlant de la saga Alma, la trilogie magistrale de Timothée de Fontbelle, publiée aux éditions Gallimard Jeunesse. En librairie, vous pouvez déjà découvrir les 2 premiers tomes, plébiscités par la critique et les lecteurs. Prix Gulli, France Télévisions, meilleur livre jeunesse selon le magazine Lire en 2020 et prix Sorcière en 2021. Dans le grand final à paraître le 30 mai, vous retrouverez Alma et Joseph happés par la tornade de la Révolution, alors que Paris bouillonne dans la chaleur de juillet 1789. Mais Alma doit regagner la Louisiane où son petit frère a été vendu et Joseph ne lâche pas la trace de son trésor. D'une rive à l'autre de l'Atlantique, à Versailles, Londres ou New York, du soulèvement de la France à celui des esclaves de Saint-Domingue, le grand combat de la liberté avance. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Les Voix du Livre et envoyez-nous des tas de cœurs et d'étoiles. À bientôt!